Bien, mais je vous propose de vous installer. Et donc, on a eu cette salle par défaut, parce qu'on aurait dû avoir la salle Jean Jaurès qui est beaucoup plus centrale et mieux sonorisée que celle-ci. Alors, le rendez-vous d'aujourd'hui porte sur la réforme territoriale. La réforme territoriale qui est une réforme centrale de la vie politique dans notre pays et qui, depuis son ouverture, depuis les actes 1 et 2 de la centralisation, c'est-à-dire en mars 82 pour l'acte 1 qui décentralisait les compétences avec notamment l'autonomie des communes, et ensuite l'acte 2 qui ouvrait une loi constitutionnelle sur l'application de ces textes, est venu se greffer à cela l'acte 3 de la décentralisation, qui porte donc sur cette fameuse réforme territoriale, l'organisation territoriale de la République, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la loi NOTRe, avec une disposition parallèle qui est la loi MAPAM, qui est une loi qui affirme la mise en place des métropoles. Entre ces différentes étapes, il y a eu la loi Chevènement en 1999 qui consacre, elle, la mise en place des communautés urbaines, la mise en place des communautés d'agglomération et la mise en place des communautés de communes. C'est-à-dire que nous sommes dans un espace d'organisation publique nationale où aujourd'hui nous sommes passés du premier acte de décentralisation qui visait à donner plus d'autonomie aux communes à une espèce de recentralisation avec ces fameuses lois dont j'ai parlé, qui visent donc à retirer l'autonomie des communes, non pas sur les compétences des maires qui sont celles des aspects locaux, mais aussi du représentant de l'État, mais sur les moyens qui sont attribués, soit en termes d'argent, soit en termes de compétences. Et donc, je vous présente Léon-Pierre Galli-Gasparou, qui est l'ancien maire de Massat et ancien conseiller général. Léon-Pierre est par ailleurs professeur d'université, enfin, il l'a été, et c'est avec plaisir que nous l'accueillons parce que c'est un passionné de ces questions. Et donc, je vous propose de lui laisser la parole afin qu'il nous permette de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui et ensuite que nous ayons un échange vous permettant à vous, soit spectateurs, soit futurs candidats pour les prochaines élections municipales, de pouvoir mieux appréhender ces réalités, notamment en Ariège, mais pour l'Ariège, Léon-Pierre est bien qualifié pour en parler. Voilà. Est-ce que vous m'entendez sans micro? Oui. C'est mieux. Donc ce sera plus naturel et beaucoup plus spontané, comme j'espère que le sera notre rencontre. Moi, j'ai du plaisir à être avec vous. J'ai du plaisir à être avec vous parce que je sais que je partage la sensibilité qui est celle des insoumis, et je le sais depuis longtemps. Je suis un vieil insoumis. J'ai été élu la première fois dans ce département en 1976. Et je n'en suis pas forcément très fier parce que depuis 1976, aucun des points de vue que j'ai pu exprimer ne s'est vérifié. Jusqu'à il y a peu. Jusqu'à ce que nous réussissions ensemble, un peu par hasard, mais aussi par conviction, que nous réussissions à introduire un coin dans le monolithisme politique qui est celui de ce département, qui décline parfaitement
ce qui se passe au plan national. Mon but, ce n'est pas de vous faire un exposé universitaire sur la loi NOTRe, la décentralisation. Ce n'est pas le but. J'en aurai peut-être encore la capacité, même si je suis un peu vieux, j'en aurai encore un peu la capacité, mais ce n'est pas forcément ce qui doit nous intéresser. Ce qui doit nous intéresser, c'est de comprendre à travers l'existant, à travers le système juridique, à travers les manipulations qui sont faites de nos institutions, ce que nous pouvons arriver à faire pour que les idées citoyennes, qui sont celles des origines de la Révolution française, qui nous inspirent, je pense, tous, que ces idées citoyennes arrivent enfin à s'exprimer, à se matérialiser, à se concrétiser. Ceci à Deung, à Massat, à Varilhes et ailleurs. Je connais certains d'entre vous, j'espère connaître les autres. Ceci à partir d'une démarche qu'il vous appartient d'initier localement et pour laquelle quelques-uns d'entre nous peuvent vous donner un coup de main. C'est la raison pour laquelle, si vous le voulez bien, on va procéder de la façon suivante. Je vais être obligé de rappeler un certain nombre de faits et d'éléments très ponctuels. Ce ne sera pas une analyse exhaustive de la situation, mais ce sera destiné à ouvrir un débat dans lequel à la fois pourront être développés certains questionnements que je pense susciter parmi vous, et aussi se rencontrer divers points de vue qui me semblent devoir être exprimés, pas seulement ici, mais dans le débat politique général qui anime la France et qui, nous le constatons chaque jour, est devenu très fort, très prégnant et j'ajoute très risqué, très dangereux. Pourquoi ? La situation de ce pays, que ce soit sur le plan économique que sur le plan social, est calamiteuse. Et elle se décline dans le domaine institutionnel par l'émergence d'une oligarchie et le retour à une forme de féodalité qui avait été, qui a toujours été notre ennemi commun. Or, plus ou moins insidieusement, parfois même avec beaucoup de cynisme, j'ai entendu encore hier soir les déclarations de M. Fillon. Avec beaucoup de cynisme, il y a des gens qui viennent dire qu'après tout, il y a une classe dirigeante dans ce pays et que le peuple n'a qu'à se taire ou à la rigueur se coller un gilet jaune sur le dos et à faire les oeufs autour des ronds-points. C'est d'un cynisme inadmissible. C'est d'un cynisme inadmissible et quand on porte en soi un peu de fierté, pas cariégeoise, mais humaine, quand on porte, on ne peut pas l'accepter. Mais ce n'est pas venu tout d'un coup. Ce n'est pas arrivé lorsque M. Macron a été élu, pas vraiment par hasard,
a été élu président de la République. C'est venu au terme d'une évolution très lente, très constante des institutions de la République. Et la République, une et indivisible, on reviendra peut-être sur ce terme qui me paraît très important. Elle est née le 25 septembre 1792. Sans revenir au philosophe grec Démocrite qui avait défini ce qu'était l'unité de l'État, les conventionnels de l'époque, parmi lesquels il y avait un voisin de Serres-sur-Arget, citoyen lacanal, les conventionnels de l'époque, ils ont voulu rendre le pouvoir aux citoyens. Et ils ont voulu le leur rendre en même temps qu'ils leur donnaient ce qui est l'essence même du pouvoir, la responsabilité. Le pouvoir, c'est une chose, on peut en faire n'importe quoi. Mais en faire l'instrument du bien-être de tous, y compris au-delà des frontières, car était posé à ce moment-là déjà le problème de l'esclavage dans ce qui allait s'appeler plus tard les colonies françaises. Nous ne devons pas ignorer tout cela parce que c'est notre pays. Le pouvoir, il faut qu'il soit exercé par le peuple. Et qui dit pouvoir ne dit pas irresponsabilité. Et toute la construction de notre pensée, nous sommes à un point de son évolution, il y en aura d'autres sans doute, nous sommes à un point, nous, Français soumises, nous sommes à un point, toute l'évolution de notre pensée, elle consiste à dire qu'est-ce que nous faisons ensemble pour l'ensemble de tous les citoyens français et au-delà. On est un peu loin de la loi NOTRe. J'y reviens. Tu vas revenir. J'y reviens. Je ne perds pas le fil. Je ne crois pas. Et si c'était le cas, vous sifflez à la fin de la partie. Non, je ne perds pas le fil. Vous allez voir. À partir de cette date que j'ai citée, la République s'est construite peu à peu. Elle s'est construite même à travers l'Empire. Elle s'est construite même à travers la monarchie constitutionnelle, un peu moins à travers le Troisième Empire. Elle a failli se parfaire à travers la Commune de Paris, un pouvoir bien éphémère, mais très profond dans ses choix. La Troisième République a assuré une dimension plus éthique qu'institutionnelle des choses. Et pendant tout ce temps, il y a eu par épisode, à peu près à chaque génération, un mouvement réactionnaire qui a émergé. Ça a été le Troisième Empire, mais ça a été les Versaillais qui ont éradiqué la Commune. Ça a été, pendant l'entre-deux-guerres, le bouillonnement des idées de l'extrême droite, sujet que j'ai eu l'occasion de traiter sur d'autres sujets qui est extrêmement inquiétant, parce qu'il a tendance à se reproduire sur les mêmes sujets. Et puis, ça a été Vichy.
Et Vichy a eu l'opportunité, je pèse mes mots parce que j'ai été tenté de dire la chance, Vichy a eu l'opportunité de pouvoir ramasser une fraction du pouvoir et de mettre en place toute une idéologie dont on ne soupçonne pas à quel point elle est présente dans l'actualité française. Vichy, c'est le rejet de l'immigration. Et Vichy, c'est la destruction de l'école laïque. Vichy, c'est la fin du parlementarisme réel, de la responsabilité historique qu'avaient acquise les conventionnels. Vichy, c'est, et je reviens enfin à la loi NOTRe, Vichy, c'est la destruction totale de l'unité du territoire. La République, une et indivisible dont je parlais tout à l'heure, Vichy n'en voulait pas. Et je vous renvoie aux propos célèbres non pas de Pétain, mais de Jérôme Carcopino, alors ministre de l'Éducation nationale, qui a dit « La terre ne ment pas ». Ça, c'était les idées qui émergeaient pendant l'entre-deux-guerres, les idées de l'extrême droite, et qui renvoyaient dans les provinces, chacune à ses fantaisies, à son folklore, à ses traditions, et qui dissociaient le territoire, qui le dissociaient de l'autorité centrale, que d'aucuns avaient appelée jacobine en son temps, au moment de la Révolution, et qui faisait de ce territoire une mosaïque déstructurée. À partir du moment où on divise, c'est bien connu, on règne. Et on a vu arriver dans les fourgons de Vichy des hommes qui avaient bien connu Vichy et qui se réclamaient d'une autre sensibilité, bien qu'ils se réclamassent d'une autre sensibilité. Et on les a vus mettre en œuvre à partir de 1981 une véritable déstructuration du territoire. Je vais rester volontairement sur le problème posé par la loi NOTRe et la destruction des institutions de la République. Je ne vais pas aller sur l'éducation, je ne vais pas aller sur la laïcité, je ne vais pas aller là-dessus. Je vais parler de ce qu'ont initié les lois de fer de 1982, du mois de mars 82. Ce qu'on appelle le premier acte de la décentralisation. Jusqu'alors, ça avait fonctionné convenablement. Et ça fonctionnait même très bien, parce que nous, au fin fond de l'Ariège, nous avions la Poste qui distribuait en un jour les lettres postées à Paris. Nous avions le chemin de fer qui arrivait à Saint-Girons, qui arrivait à Foix, même au-delà. Nous avions les services publics qui maintenaient à bout de bras un tissu social fragile et fragilisé par la nature des choses, par l'économie, par les différences qui sont naturelles et qu'il peut y avoir dans un territoire. Le nôtre
Il n'était pas spécialement sinistré, comme l'étaient d'autres, mais il était affaibli. Il avait été affaibli par l'histoire, il était affaibli par son économie, par ses conditions intrinsèques, il était faible. Et il devait à la République, à l'unité de la République, il devait à la République le fait de se maintenir au niveau des autres. Les premières lois de décentralisation ont fait exploser cette vision jacobine de l'État. Pourquoi? C'est pas forcément Gaston Defferre qui a pensé cela, ni d'ailleurs le président de l'époque. C'était déjà parce que les technocrates, issus pour la plupart de l'École nationale d'administration, avaient pris en main les destinées du pays. C'est le moment où on avait commencé à voir les grands plans d'aménagement, le plan de Philippe Lamour sur le littoral. Vous avez sans doute tous vécu ça quand on a démoustiqué le Languedoc et qu'on a construit toutes ces stations. C'était des plans pensés, imaginés, des plans qui n'étaient pas sans pertinence, qui n'étaient pas sans intelligence, mais qui, ne faisant place qu'à l'économie, exclusivement à l'économie, ne laissaient aucune part à l'humain. Et puis, ça a évolué comme ça. Les lois de fer, donc, en 82, introduisent le premier acte de la décentralisation. En ce sens que elles donnent aux municipalités, aux communes, qui, vous le savez tous, ne sont pas toutes égales, elles donnent aux communes une autonomie fictive. Certes, le maire et le conseil municipal n'ont plus, à ce moment-là, à rendre compte à l'État, en amont. Mais en aval, ils peuvent toujours être sanctionnés. Le jour où ils ne veulent pas de compteur Linky, on les fout au tribunal administratif, et c'est vite fait. Et on leur réclame 5 000 euros de dommages et intérêts, lesquels 5 000 euros sont impossibles à trouver dans un budget. C'est des exemples concrets arrivés dans l'Ariège. Hein. Je vous cite. Je ne suis pas hors sol, moi. Ne croyez pas ça. Hein. Je ne fonctionne pas hors sol. Il y a cette considération. La deuxième, c'est que on leur a laissé une autonomie absolue, fictive. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que les communes, je ne veux en citer aucune, mais il y en a une dans l'Ariège qui a 23 habitants. Bon, il y en a une qui a 23 habitants. Comment voulez-vous que ces 23 habitants, qui sont 23 contribuables, et encore pas tous, comment voulez-vous qu'ils arrivent à faire autre chose que payer une gerbe le jour du 11 novembre sur le monument aux morts? Bien. Faire le moindre investissement, assumer les charges qui sont les leurs, ou au-delà, satisfaire les souhaits légitimes des gens. Je ne sais pas, ils peuvent avoir envie de construire un deuxième monument aux morts, pourquoi pas? C'est un investissement. Il n'y a pas moyen. Sauf à recourir aux fameuses dotations de l'État. L'État, globalement, actuellement, contribue pour 1/3 de la masse des ressources des communes. Et encore, c'est variable, parce qu'il y a toutes sortes de subtilités qui permettent de classer, c'est à la diligence des préfets.
plutôt du ministère de l'Intérieur. Celui-là, si l'on est bien relationné, je peux vous donner des exemples. On peut avoir une dotation supplémentaire dans tel ou tel domaine, etc. Mais enfin, il faut monter patte blanche et quand on vous donne du pognon... Tout fonctionne par ce terrible concept dont la plupart des gens, et singulièrement les associations, évoquent, c'est-à-dire la subvention. Qu'est-ce que la subvention? C'est évidemment la chance de survie, l'unique chance de survie de toutes les associations et de la plupart des communes. Mais c'est le retour au système féodal. C'est le syndrome de vassalité. Et alors, nous arrivons dans ce qui se passe en Ariège, qui est l'archétype de ce système. Parce qu'on a une pyramide. On a un pouvoir qui vient d'en haut, un peu loin. Il vient de loin, et puis qui arrive en bas, et en bas, il y a des gens qui tendent la sébille. S'ils ne font pas ce qu'ils disent, ça va mal. Massat. J'ai deux collègues ici. Il nous est arrivé de vouloir gérer tranquillement, avant le troisième acte de la décentralisation, nous en parlerons, il nous est arrivé de vouloir gérer notre eau, l'eau. Elle coule chez nous, vous savez, il y en a beaucoup, parfois même trop. Mais enfin, il y en a, et elle est bonne. Donc nous et quelques autres, nous nous sommes dit, on a de la flotte, on pourrait même en revendre, ce que l'on fait d'ailleurs, ce que l'on faisait. On pourrait même en revendre, donc on va se la garder. Après tout, c'est une richesse naturelle, c'est normal, c'est humain. Ah, on nous a dit, vous savez, ce serait bien que vous adhériez au CME2A. Et on est venu nous voir, on nous a fait une amicale affectueuse et un peu plus forte pression. Bref, on n'a pas adhéré. Et à ce moment-là, nous avons entamé nos chantiers. Et dans nos chantiers, on nous avait dit, vous avez droit, retenez le terme, à une subvention du Conseil général. On ne l'a jamais touché. C'est vrai. Il nous a manqué 50 000 €, c'est pas une paille. On ne l'a jamais touché. Là est tout le système. Et le système de la subvention, c'est qu'il est à la tête du client et que c'est un rapport de vassalité. Donc c'est un des premiers points pour lesquels la décentralisation, le processus de décentralisation est dangereux. Parce qu'il a eu des effets pervers. Je n'ai parlé pour l'instant que de la première étape. Celle qui prévoyait que les communes seraient autonomes, qu'elles auraient une autonomie financière, qu'elles auraient une autonomie administrative, sous peine de sanctions a posteriori. Ça, c'est une illusion. Vous le verrez, si vous gérez un jour une commune, vous n'avez l'autonomie que si vous avez une longue fourchette. Si vous êtes capable, pour manger avec le diable, de vous défendre. Ce n'est pas donné à tout le monde n'en a pas la capacité, et il ne faut pas oublier que quand même, il y a une forme de démocratie, et que tous les 6 ans, les mandats se renouvellent. Alors si vous ne faites rien, on vous dira, allez vous rhabiller. Là-dessus est arrivée une deuxième phase de la décentralisation. On y vient à la loi NOTRe.
mais on y vient subtilement. Alors ça, ce sont les créations des intercommunalités. On va dire l'essentiel. Toutes sortes. Les grands textes, ils s'enrobent toujours de toutes sortes d'artifices qui permettent de mieux faire passer. Le seul problème de la deuxième phase, c'est la création de l'intercommunalité, qui à l'époque était volontaire. Et ça pouvait être séduisant, ça l'était. Parce que une commune de 23 habitants, une commune de 150 habitants, une commune de 400 habitants, avec des voisins immédiats, ça peut paraître obsolète, dépassé. Surtout que ce découpage, il correspond, il est révolutionnaire, mais il correspond presque point pour point, en tout cas dans l'Ariège, au découpage qui était celui des anciennes paroisses. Dans l'Ariège, c'est pas partout comme ça, mais c'est... Donc, on a encouragé au regroupement. Certains ont été pertinents, incontestablement, d'autres moins. Mais la première erreur de ce regroupement, c'est qu'il a perdu son principe démocratique. Les conseils communautaires ne sont que l'émanation des conseils municipaux des communes adhérentes. Ils ne sont pas directement élus par la population. Et ça change tout. Ça change tout parce que la vision du territoire devient une vision quasi professionnelle, pour ne pas dire technocratique. Ce n'est plus la même chose que quand vous êtes en relation directe avec les administrés, comme conseillers municipaux ou comme maires. Là, vous êtes un échelon au-dessus, comme les sénateurs ne sont pas vos élus, nos élus directs. C'est la même chose, c'est le même principe. Et puis, on a constitué les communautés de communes, elles ont vécu leur vie, elles ne se sont pas, ici dans l'Ariège, trouvées en conflit avec le département, parce que le département gardait sa toute puissance. Il l'a gardée d'une façon juridique, mais il l'a gardée aussi d'une façon fonctionnelle. Et bon, le juriste que je suis, il a plus tendance à apprécier la dimension fonctionnelle des choses que la dimension strictement juridique. C'est pourquoi je fais assez peu confiance au Dalos, d'une part, et à Internet de l'autre. J'ai plus tendance à faire confiance à l'expérience, déjà, et à leur vécu. À partir de ce moment-là, peu à peu, et c'est assez remarquable de voir d'une façon transversale, quelle que soit la nature du pouvoir, parce que c'est très transversal ce qui s'est passé, que ce soit le RPR, le Parti socialiste, ou le MoDem ou Macron, la gestion des territoires est consensuelle. Elle est la même, elle est portée de la même façon, c'est-à-dire qu'elle a vocation technocratique. Elle a vocation à échapper, d'après eux, à échapper aux véritables acteurs du territoire que nous sommes, que vous êtes, que je suis, etc., et au-delà. C'est plus pratique, je le reconnais. C'est pas évident de discuter à l'infini de solutions, surtout dans des domaines qui deviennent de plus en plus prégnants, comme l'écologie. C'est plus difficile de discuter directement avec les gens
que de prendre une mesure générale basée sur des rapports techniques, etc. C'est comme ça. Et dans ce cadre, l'administration centrale de l'État, c'est-à-dire les préfets et sous-préfets, ont joué un rôle essentiel. Ils l'ont appris. Ils sont formés pour ça. C'est la formation qu'on leur donne. On leur apprend à faire ça. On leur apprend à guider, à orienter les gens. Alors, il y a deux façons de le faire. Il y a la persuasion, on peut les convaincre, on peut leur dire c'est très bien, vous faites comme ça, etc. On peut les inspirer aussi, on peut les contraindre, on peut les menacer. Ça arrive. J'ai connu tous les cas de figure. Vous pouvez revenir si vous voulez. Je connais tous les cas de figure. Je les ai vus. Et il y a eu une phase, c'était sous la présidence de M. Sarkozy, pendant laquelle on a engagé une réflexion sur la troisième phase, nous y venons, la troisième phase, la loi NOTRe. Il y a eu une réflexion. Je crois qu'elle a été réelle, j'y ai participé, j'y ai été invité. Je ne suis pas invité souvent, je n'ai pas la chance d'avoir des gens sympathiques comme vous aujourd'hui devant moi, mais j'ai été invité. J'ai été invité à plusieurs reprises à la sous-préfecture et à la préfecture pour discuter, de Saint-Géron, pour discuter de ça. Et je me suis bien rendu compte que, à travers ces discussions, la capacité de mes interlocuteurs institutionnels avait vocation à conduire l'ensemble des élus vers le but qu'ils voulaient atteindre. C'est-à-dire la constitution de grandes intercommunalités. Certaines pouvaient paraître ou sont justifiées par leur adéquation avec le territoire. C'est le cas dans ce département pour le Couserans, qui a toujours eu une unité culturelle, territoriale, géographique, économique, réelle. Mais ce n'est pas le cas pour d'autres collectivités, qui ont été purement artificielles et dont j'ai bien senti que l'esprit et que la préoccupation était essentiellement électoraliste. Qu'il s'agissait de constituer un territoire pour y installer, non pas tel ou tel individu, c'est pas ça, mais pour y installer le pouvoir conforme à l'esprit de l'État. C'est pas le nôtre. C'est pour ça qu'on s'appelle insoumis d'ailleurs. Il faut bien que ça se comprenne. Et ça a abouti avec un certain nombre de problématiques. Ouais, on s'est dit quand même dans ces réunions, et croyez-moi, il n'y a pas que des imbéciles, loin s'en faut. Il faut pas. On s'est dit, mais en fait, ça fait encore une structure, il y en a tant, c'est un millefeuille, c'est effrayant, enfin, qui décide, qui paye. Songez qu'il y a 600 000 élus locaux en France, dont 300 000 bénéficient d'indemnités. Peut-être que j'aurai l'occasion de parler de ça. Et chacun veut un petit morceau du fromage et du pouvoir. On s'est dit, mais le département, il va servir à quoi? Oh, dans un premier temps, ils ont dit, le département, il va disparaître. Bon, il va disparaître. Au profit de quoi? Au profit de la région. Il faut que je revienne sur la région.
Parce que l'idée de région, ça va vous surprendre, mais elle a été rejetée par les Français. Oui. Le référendum de 1969, provoqué par le général de Gaulle, n'était pas destiné à dire oui ou non au vieux général. Il était, en principe, destiné à valoriser une réforme régionale et territoriale. Et là, nous l'avons refusé. Quelque temps plus tard, pas mal de temps plus tard, nous avons aussi refusé, enfin beaucoup d'entre nous, je pense, nous avons refusé le traité constitutionnel européen. Oui, en 2005. En 2005. Ah, mais ça, oui. Sans problème. C'est bien résumé. Voilà, On s'est les fait jeter à la figure. ça fait beaucoup. Oui. Ça fait beaucoup sur la démocratie. Donc, l'idée de région, c'est un sacré problème. Et il est tellement problématique que le Sénat a bloqué cette troisième phase de la décentralisation. Pas dans une préoccupation républicaine et démocratique, c'est pas l'esprit, et c'est parce qu'il y a vu un danger, c'est sa propre disparition. Voilà. Le danger étant sa propre disparition, il l'a vu, ce danger, il l'a évité. Et alors, il a imaginé une solution absolument bâtarde que nous avons actuellement, où l'on superpose des échelons avec des compétences qui s'entrecroisent, qui se divisent, qui se multiplient, où personne ne reconnaît plus rien. S'il y a des questions, on reviendra sur les détails là-dessus. On reviendra sur les détails. Ce n'est qu'une façon de poser le problème. C'est mon point de vue. Hein. Moi, je dis aucune vérité, c'est la mienne. Je pense comme ça. Et ce que je pense, au point où nous en sommes actuellement, c'est un certain nombre de choses précises. On a raison de vouloir s'engager dans la citoyenneté. Il faut s'engager. Parce que si on ne s'engage pas, nous serons dominés. Et nous serons forcément dominés par des forces réactionnaires. Ça nous pend au nez. Et si nous ne nous engageons pas individuellement, avec nos capacités, avec nos moyens, là où nous sommes, si nous ne nous engageons pas, nous verrons très vite que le pouvoir qui est déjà largement confisqué, il le sera totalement. Il est confisqué, deuxièmement, le pouvoir actuellement est confisqué par une oligarchie. Il ne faut pas imaginer qu'elle est basée sur un concept politique. Elle est basée sur du copinage et de l'intérêt. Uniquement là-dessus. Et elle prend la place de ce qu'était l'aristocratie de l'Ancien Régime. Elle s'y est substituée. Ça, c'est une chose que nous, à mon avis, que nous ne devrions pas accepter. Si nous nous engageons, il faut aller au bout de notre engagement, il faut en faire quelque chose. Il faut partir du point de départ. Et le point de départ, c'est la commune. C'est le seul endroit où l'on puisse refaire émerger
la démocratie politique dans ce pays. Il faut le vouloir, mais on le peut. On le peut si on en a la volonté. Et c'est pour ça que la démarche de la France insoumise, qui n'est pas traditionnelle en ce sens que vous n'êtes pas, je pense, en train de négocier des accords avec les anciennes institutions, les partis, etc. Sa spontanéité et sa détermination, elles sont, à mon avis, nécessaires. Mais il faut partir avec du biscuit. Et ça, c'est peut-être à travers ces éléments que vous cherchez à nous fournir qu'on peut les obtenir. Chacun a ses limites. Moi, j'ai les miennes. Les miennes, elles sont d'exprimer, j'espère clairement, un point de vue qui est certes personnel, je revendique, mais aussi une expérience. J'ai vécu le système depuis l'intérieur. J'ai été élu la première fois, ça va vous étonner, le 19 mars 1976. Donc j'ai traversé la moitié d'un siècle. J'ai traversé la moitié d'un siècle. J'ai pris quelques bouffes. J'en ai donné aussi. J'en donnerai si c'était nécessaire. Mais ce dont je suis le plus content, et franchement, je ne le dis pas parce que j'ai 2 ou 3 amis très proches dans la salle, je le dis, ce dont je suis le plus content, c'est que je ne me suis pas senti seul. J'ai fini.